Bienvenue à notre discussion. On va parler aujourd'hui d'une tasie, d'une fatigue un peu particulière. Une fatigue qui ne dit pas vraiment son nom. Ce n'est pas la lassitude physique, vous savez, après une longue journée de travail. Ce n'est pas non plus, enfin, pas tout à fait, une dépression clinique. C'est un malaise diffus, une sorte de saturation mentale. Ce sentiment d'être en décalage permanent avec un monde qui, comme le dit très bien le texte qu'on examine, va trop vite pour nos corps, trop vite pour nos esprits. C'est ce trop-plein invisible, quoi. Le dissidente. Exactement. La question centrale que ce texte soulève, du coup, c'est quelle est la nature profonde de ce malaise ? Est-ce qu'on doit y voir le symptôme d'une vraie crise existentielle, une perte de sens qui nous appelle à ralentir, à nous réaligner ? Ou bien est-ce que c'est plus pragmatiquement la conséquence d'un épuisement systémique avec des causes bien concrètes et des solutions matérielles ? De mon côté, je suis convaincu que ce texte met vraiment le doigt sur l'essentiel. Cette fatigue, c'est un signal, une réponse saine de notre être face à un monde qui nous déconnecte de ce qui compte vraiment. Le dissident. Et de mon côté, tout en reconnaissant la justesse de la description, je défendrai l'idée que cadrer ce problème principalement comme une crise de sens, c'est non seulement un peu vague, mais ça risque surtout de nous faire passer à côté des causes structurelles bien réelles de cet épuisement. Et en fin de compte, de nous enfermer dans des remèdes un peu trop abstraits, voire inaccessibles pour beaucoup de gens. L'argument qui me semble le plus puissant dans ce texte, vraiment, c'est qu'il revalorise complètement cette fatigue. Il refuse de la voir comme un échec ou une faiblesse. Au contraire, il la présente comme la preuve qu'on a tenu longtemps, qu'on a porté beaucoup. C'est une forme de sagesse du corps et de l'esprit, une sorte de garde-fou qui se déclenche face à la pression incessante à la performance, à l'adaptation continue. Le texte dit magnifiquement qu'à l'intérieur, tout demande de ralentir. Sa thèse centrale, et c'est là sa radicalité en fait, c'est que la solution ne peut pas être une nouvelle stratégie de productivité, pas plus d'efforts, plus d'objectifs, plus de discipline. Le véritable besoin, c'est de retrouver du sens, de se réaligner. C'est un changement de posture, une démarche introspective qui nous invite à cesser de courir pour enfin oser se demander, mais au fond, pourquoi est-ce que je cours ? Le dissident. Je suis la première à admettre que le texte met des mots extraordinairement justes sur ce vécu. Cette sensation d'être vidé, perdu, beaucoup de gens s'y reconnaissent. Et ça, c'est déjà énorme. Mais là où je commence à douter, c'est sur le diagnostic. Parler d'une perte de sens comme cause première, ça me semble à la fois flou et potentiellement culpabilisant. Et proposer comme remède de se réaligner ou de s'autoriser à respirer, ça risque de faire porter tout le poids du problème sur les épaules de l'individu. Moi, je préfère voir ce malaise non pas comme une quête métaphysique, mais comme le résultat très concret d'un surmenage cognitif et émotionnel. C'est-à-dire que c'est l'épuisement de notre cerveau à force de traiter un flot continu d'informations, de prendre des centaines de micro-décisions par jour, et puis c'est l'usure de notre capacité à gérer nos émotions et celles des autres. Les causes ne sont pas abstraites. C'est la précarité, c'est l'injonction à être joignable en permanence, c'est la frontière qui devient floue entre le pro et le perso. En se focalisant trop sur le sens, je crains qu'on néglige les conditions matérielles qui, en fait, nous broient. Je comprends l'idée, mais ça me semble un peu court. Le texte insiste sur le fait que la fatigue dit que quelque chose doit changer. C'est un signal, ce n'est pas une pathologie. Et ce signal, il nous force à nous poser la question essentielle. Est-ce qu'on a besoin de faire plus ou est-ce qu'on a besoin de comprendre pourquoi on fait encore ? C'est une invitation à sortir du pilotage automatique. Vous parlez de causes concrètes, et bien sûr qu'elles existent. Mais d'où viennent-elles ? Souvent, d'un système économique et social qui a lui-même perdu de vue le sens de l'activité humaine, au profit de la pure rentabilité. En traitant cette fatigue comme un signal existentiel, on ne fait pas que mettre un pansement sur les symptômes. On s'attaque à la racine du problème, le dissident. Attendez, quand vous dites que c'est un signal existentiel, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, pour quelqu'un qui travaille à la chaîne ou qui enchaîne les contrats courts ? Ce n'est pas un concept un peu déconnecté de sa réalité ? Je suis d'accord que quelque chose doit changer, mais la racine n'est pas forcément dans l'âme. Le signal peut être bien plus simple. C'est le corps et l'esprit qui disent « stop ». La charge est trop lourde. Point. D'ailleurs, le test lui-même nous donne un indice précieux. Il dit que les personnes sensibles, engagées, consciencieuses sont les plus touchées. Vous y voyez la preuve d'une quête de sens plus intense. Moi, j'y lis tout autre chose. Ces personnes sont les plus exposées à la surcharge de travail et à la charge émotionnelle, parce qu'elles prennent les choses à cœur. Elles ne s'épuisent pas parce qu'elles ont perdu le sens, mais au contraire, parce qu'elles en ont trop et qu'elles s'investissent à corps perdu dans un système qui exploite cet engagement jusqu'à la rupture.
La cause est peut-être moins philosophique que simplement organisationnelle. C'est une lecture intéressante, mais je la trouve un peu réductrice. Vous opposez la logistique et la philosophie, alors qu'en fait elles sont liées. Prenons l'exemple d'une infirmière. Son pourquoi, son sens profond, c'est de soigner, de prendre soin des autres. Mais le comment qu'on lui impose aujourd'hui, la rentabilité à tout prix, les protocoles administratifs déshumanisants, le manque de temps par patient, eh bien ça heurte ce sens premier. L'épuisement qui en résulte n'est pas juste une question d'heures supplémentaires, c'est ce décalage, ce conflit de valeurs permanent qui la vide de son énergie. Le signal n'est pas seulement « je suis surchargé », c'est « ce que je fais dans ces conditions n'a plus de sens pour moi ». Le texte ne nie pas la charge de travail, il la replace dans un contexte plus large de signification. Le dissident, d'accord, j'entends l'argument du conflit de valeurs, c'est un point important. Mais même si on l'accepte, ça pose une autre question qui est au cœur de notre désaccord. Est-ce que la solution proposée par le texte, ce fameux retrouver du sens, est vraiment à la hauteur du problème ? Que signifie concrètement cette phrase pour notre infirmière une fois qu'elle rentre chez elle complètement épuisée ? Le texte l'invite à se dire « je n'ai rien à prouver aujourd'hui ». C'est une pensée apaisante, j'en conviens. Mais le lendemain matin, cette affirmation, aussi juste soit-elle, n'aura pas changé les plannings surchargés, les attentes de sa hiérarchie ou la pression économique ? N'est-on pas en train de lui proposer une solution purement mentale ? Une sorte de baume poétique pour un problème qui est éminemment matériel et structurel ? Mais là, on reste bloqué dans la logique que le texte essaye justement de dépasser. Vous demandez une stratégie efficace dans les termes du système qui crée le problème. Or, le propos du texte, c'est de rejeter cette logique de la performance. Retrouver du sens, ce n'est pas une tâche à cocher sur une liste, c'est un changement de posture intérieure. Et ce n'est pas purement mental, c'est fondamental. Quand on décide au fond de soi qu'on n'a plus rien à prouver, ça change tout. Ça change notre façon de dire non, de poser des limites, de choisir nos batailles. C'est la condition préalable à tout changement extérieur. C'est un peu comme les consignes de sécurité en avion. On vous dit de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la condition sine qua non pour pouvoir être utile collectivement. Ce réalignement intérieur, c'est notre masque à oxygène. Sans lui, toute tentative de changer les conditions matérielles n'est qu'une lutte de plus qui nous épuise encore davantage. Le dissident, c'est une très belle analogie, mais elle a une faille. Le masque à oxygène en avion, il est fourni par la compagnie. Il est là, disponible. Dans notre cas, on demande à la personne qui suffoque de fabriquer son propre masque à partir de rien, avec le peu d'énergie qui lui reste. On lui dit « Vos conditions de travail sont irrespirables, mais la solution est en vous. Trouvez votre oxygène intérieur. » C'est une forme très subtile de dépolitisation du problème qui replace toute la responsabilité sur l'individu déjà à bout de souffle. Et c'est là qu'on touche à mon problème principal avec cette approche. N'est-ce pas, au fond, un luxe de réflexion haut ? Un luxe pour ceux qui ont la sécurité matérielle et le temps disponible pour s'engager dans une telle introspection. Pour une personne qui jongle avec 2 emplois précaires pour payer son loyer, la fatigue n'est pas un appel mystique à « aller plus juste ». C'est la conséquence brute d'un système qui ne lui laisse pas le choix. Est-ce que ce texte, par son langage et ses propositions, ne s'adresse pas surtout à une catégorie de personnes qui ont le privilège de pouvoir s'inquiéter de leur alignement ? Alors là, je ne crois pas du tout que le propos soit élitiste. Au contraire, je le trouve profondément universel. Le texte s'adresse à quiconque ressent ce malaise diffus, cette saturation invisible, quel que soit son statut social. La force du texte, c'est de nommer cette expérience et surtout de la déculpabiliser. Dire à quelqu'un, peu importe sa situation, que sa fatigue n'est pas un signe qu'il est cassé, mais la preuve qu'il a tenu longtemps, c'est un acte de reconnaissance immense. Ce n'est pas une grande quête philosophique réservée à une élite qui a du temps, c'est la permission fondamentale pour n'importe qui de s'arrêter une seconde, de respirer et de valider son propre ressenti en se disant « oui, ce que je vis est réel et légitime ». C'est le tout premier pas pour reprendre un peu de pouvoir sur sa vie, même quand les contraintes extérieures semblent insurmontables. Le dissident, valider le ressenti est une étape nécessaire, je vous l'accorde, mais ce n'est qu'une étape. Et le risque, avec une approche qui met autant l'accent sur l'intime et l'introspection, c'est de s'arrêter là. C'est d'ignorer la nécessité de l'action collective. Si chacun se replie sur sa quête personnelle de sens pour gérer son propre épuisement, qui va se battre pour changer les structures qui le produisent en masse ?
Le danger, c'est que l'épuisement devienne un problème privé à résoudre avec des techniques de développement personnel, alors qu'il est le symptôme d'un problème public qui demande des solutions politiques, une meilleure régulation du temps de travail, une vraie protection sociale, une lutte contre la précarité. En nommant brillamment ce malaise que personne ne sait nommer, le texte risque de le cantonner à la sphère psychologique, le déconnectant ainsi de ses racines sociales et économiques. Je vois où vous voulez en venir, mais permettez-moi de proposer une autre perspective. Le texte n'empêche pas l'action collective, il la rend possible, il la nourrit. Pour qu'une action collective soit juste, efficace et durable, elle doit être menée par des individus qui sont connectés à leur pourquoi. Des gens qui agissent non pas par simple réaction ou par ressentiment, mais à partir d'un lieu de clarté et de conviction intérieure. En invitant chacun à se réaligner, le texte ne promeut pas un repli égoïste. Il suggère que, pour changer le monde, de manière saine, il faut d'abord s'assurer que l'on est soi-même ancré. Sinon, on ne fait que reproduire, dans nos propres luttes, les schémas de précipitation, de performance et d'épuisement que l'on prétend combattre. L'introspection n'est pas l'opposé de l'action collective, elle en est le fondement le plus solide. En conclusion, ce qui ressort de notre discussion, je crois, c'est que ce texte offre une perspective essentielle. Il nous invite à changer de regard sur cette fatigue moderne, ne plus la voir comme un dysfonctionnement à réparer, mais comme un message précieux. Un message qui nous interroge sur la course effrénée à la performance et nous appelle à chercher un alignement plus profond avec nous-mêmes, avec ce qui est juste pour nous. C'est un chemin qui commence parfois par la chose la plus simple et la plus difficile, s'autoriser à ralentir, le dissident. Et cet échange montre aussi, je pense, les limites d'une lecture purement existentielle, aussi réconfortante soit-elle. Si le texte a l'immense mérite de capturer une émotion collective, il est crucial de ne pas laisser cette introspection masquer les facteurs structurels, économiques et sociaux qui génèrent l'épuisement. Le chemin le plus fécond, il me semble, est de lier les deux. Utiliser ce malaise comme le point de départ d'une réflexion nécessaire sur le sens. Une réflexion qui doit, ensuite, impérativement, se traduire en changements pratiques, tangibles et souvent collectifs dans nos conditions de vie et de travail. En définitive, en posant des mots sur ce malaise que personne ne sait nommer, ce texte ouvre une conversation fondamentale. Qu'on y voit avant tout une crise de sens ou le symptôme d'un surmenage systémique, le simple fait de reconnaître l'ampleur et la validité du phénomène est une première étape indispensable, et de toute évidence, le sujet mérite que l'on continue d'y réfléchir.